2 semaines déjà étaient passées, et, peu à peu, je m'étais fait à ma nouvelle vie. Les jours se succédaient avec le même rituel. Je retrouvais avec plaisir mes petits élèves qui, semblait-il, m'avaient bien accepté. Ils étaient sages dans l'ensemble et pleins de bonne volonté. Je faisais de mon mieux pour les occuper. Il n'était pas facile de mener de front ces 2 cours, surtout celui composé des 4 élèves du cours élémentaire première année. Je m'obligeais à ne pas les sacrifier, à leur consacrer assez de temps, mais j'étais plus à l'aise avec les grands, plus nombreux, plus débrouillés. Les séances du matin étaient composées pour l'essentiel du calcul, du français et de la lecture. Elles se déroulaient dans l'ensemble sans vraie difficulté, mais les après-midi étaient plus délicats, notamment après la récréation de 15h30. J'éprouvais quelque embarras pour occuper mes élèves jusqu'à l'heure de la sortie. Les séances d'histoire, de géographie et d'observation, que je ne savais pas trop comment organiser, passaient bien vite, et j'étais souvent à court d'idées. Les manuels n'offraient que peu de détails sur les activités que l'on pouvait entreprendre avec des enfants de cet âge. Des séances de gymnastique étaient inscrites à l'emploi du temps. Ces séances étaient rarement effectuées par mes collègues, soit parce qu'ils n'en voyaient pas la nécessité, soit parce qu'ils pensaient ne pas avoir la compétence nécessaire, soit que leur travail quotidien fut si dense que le temps imparti aux autres disciplines déborda largement sur le temps théorique réservé à cette activité, à tel point qu'elle disparaissait dans bien des cas de leurs préoccupations. Ces plages horaires réservées à l'éducation physique furent ma planche de salut. Il se trouve que durant ma scolarité, j'adorais ces séances et que j'avais quelques dispositions sportives qui m'avaient donné, un moment, l'envie, alors que j'étais en seconde, de me présenter, après le baccalauréat, au concours d'entrée au Crêpes de Boivres, près de Poitiers, pour préparer le professorat d'éducation physique. Bien que j'eusse très rapidement abandonné cette idée, il m'en était resté un goût certain pour les activités sportives. 2h30 par semaine étaient réservées à ces séances, à raison d'une demi-heure chaque jour de classe. J'assurais régulièrement ces séances, les prolongeant même parfois d'un bon quart d'heure. L'école possédait un plateau de gymnastique et, bien que le matériel fasse défaut, me remémorant mes séances passées en tant qu'élève, j'organisais comme j'avais vu le faire de véritables leçons qui ravirent les enfants, peu habitués à sortir aussi souvent de leur classe. Ces sorties, outre le plaisir qu'ils procuraient aux élèves, me permirent d'occuper les 6 heures de classe et de créer, avec mes élèves, des liens qui s'avérèrent, au fil des semaines, de plus en plus profitables pour la bonne marche de la classe. J'avais, en quelque sorte, et sans le savoir, inventé avant l'heure le tiers-temps pédagogique, tel que j'eus la possibilité de le pratiquer plus tard dans une école de la banlieue rochelaise. Le directeur paraissait apprécier ma démarche. Des parents, semblait-il, s'étaient manifestés et avaient dit leur joie de voir avec quel enthousiasme les enfants venaient chaque matin à l'école. Cela compensait la médiocrité de mon enseignement. Avec le recul, je mesure combien étaient peu efficaces les leçons que je pouvais mener auprès de ces enfants. Certains étaient très faibles en orthographe, et je n'avais aucune idée des exercices qu'il eût fallu organiser pour tenter de remédier à ces lacunes. Je me contentais de leur dicter quelques phrases tirées de leur manuel de lecture, et je constatais avec désolation la ribambelle de fautes qui s'ensuivait. Ainsi allait la classe. Le soir, après 17 heures, je me retrouvais à l'hôtel. Je grimpais dans ma chambre et je préparais mes leçons pour le lendemain. Cette préparation me prenait peu de temps. Je n'avais qu'une vague notion
de ce que devait comporter ce travail préliminaire à la leçon du lendemain. J'en avais discuté avec ma jeune collègue normalienne du cours préparatoire, avec laquelle je déjeunais chaque midi à la cantine. Elle était très amicale et nous aimions nous retrouver durant l'interclasse pour discuter. Elle me racontait un peu comment les 4 années passées à l'école normale de La Rochelle l'avaient, selon elle, mal préparée à enseigner dans cette classe de cours préparatoire dont elle avait la charge. Les 3 premières années avaient été consacrées à préparer le baccalauréat. La dernière année seulement les avait vues pratiquer la pédagogie. Et encore, me confiait-elle, ces leçons modèles, exécutées devant des élèves triés sur le volet par des maîtres d'application, n'avaient qu'un lointain rapport avec les dures réalités quotidiennes rencontrées sur le terrain. Elle avait le sentiment qu'il était anormal de confier à une jeune institutrice sans expérience une classe aussi importante que celle du cours préparatoire. Je partageais ce sentiment. Comment pouvait-on prendre le risque de confier des jeunes enfants dont l'objectif était d'apprendre à lire à des débutants? Encore ma jeune collègue avait-elle reçu une année de formation théorique. Mais qu'en était-il dans certaines écoles de campagne où un jeune instituteur remplaçant, débutant comme moi, était propulsé dans une classe aussi essentielle et sans formation préalable? Avec le recul, j'imagine les scolarités brisées, les difficultés rencontrées par certains élèves victimes d'un apprentissage raté de la lecture. Pourquoi ne confiait-on pas, dans les écoles à plusieurs classes, ces sections aussi essentielles au bon démarrage d'une scolarité réussie, à des maîtresses ou à des maîtres chevronnés? La règle était, elle est encore aujourd'hui, qu'en début d'année, le directeur choisisse sa classe, en général le cours moyen 2e année, ce qui peut s'expliquer eu égard aux papiers administratifs à remplir à la veille de l'entrée en 6e et aux dossiers scolaires à préparer et à compléter. Les classes restantes étaient attribuées successivement aux plus anciens dans l'établissement en fonction du désir de chacun. Le dernier ou la dernière arrivée, souvent le plus jeune ou le plus inexpérimenté, se voyait attribuer la classe la plus difficile, soit le cours préparatoire, soit une classe à cours multiples. Ainsi, se mettaient en place toutes les conditions pour que les enfants, susceptibles d'avoir des difficultés d'apprentissage et de réels risques de rencontrer ces difficultés, tant il est vrai que les enfants bénéficiant d'une maîtresse ou d'un maître chevronné au cours de cette première année du cycle primaire ont toutes les chances de connaître par la suite une scolarité réussie et épanouie. Ma préparation de classe achevée et mes livres corrigés, il me restait beaucoup de temps libre. Pour attendre l'heure du dîner, et comme je ne souhaitais pas m'attarder au bar de l'hôtel, je décidai de me remettre à lire. C'était un exercice intellectuel que je n'avais pas beaucoup pratiqué au cours de ces 2 dernières années, occupé que je l'avais été par la préparation du baccalauréat. J'étais plus matheux que littéraire, et j'avais été handicapé par mon état de santé de l'année passée. Je décidai donc de m'acheter des livres et de me plonger dans la lecture. J'avais repéré une librairie à 2 pas de l'hôtel, le long d'une petite place bordée d'arbres. J'allais consulter le rayonnage de cette boutique en vue de faire l'acquisition d'un premier roman. Le choix proposé était important et je n'arrivais pas à me décider. La jeune femme qui tenait ce magasin était à peine âgée d'une 30aine d'années. Voyant mon embarras, elle m'adressa la parole et me demanda ce que je cherchais. Nous liâmes conversation. Cette jeune personne était fort sympathique. Elle était cultivée et elle prenait apparemment plaisir à prolonger la conversation. Elle me conseilla. C'est ainsi que je lus un des livres qui m'a le plus marqué au cours de ces 60 dernières années. Ce livre s'intitule « La 25e heure » et a été écrit par Virgile Georgiou. Je ne sais si le trouble que m'avait inspiré cette belle jeune femme y était pour quelque chose, mais j'avais été très sensible à cette histoire d'amour sur fond de guerre mondiale et à cet engrenage monstrueux
qui, au fil des pages, avait broyé la vie du héros. Je retournai plusieurs fois voir la libraire, toujours sous le prétexte de l'achat d'un nouveau livre. Je sentais confusément que cette femme m'attirait, mais j'étais trop timide et trop maladroit avec les femmes pour oser lui avouer ce qu'elle avait dû fort bien remarquer, car, avec le recul, je pense bien que son empressement à me servir et à me retenir au magasin, sous prétexte de conversation littéraire, marquait aussi de sa part le souhait de me voir montrer plus d'audace à son égard. Mais, à mes yeux, l'écart d'âge qui jouait en sa faveur me la rendait inaccessible et ne me permit point de me départir de l'attitude de réserve que je m'étais imposée contre ma volonté. Les soirées à l'hôtel n'apportaient que peu d'occasions de rompre le rythme quotidien. Les dîners étaient toujours l'occasion de se retrouver entre pensionnaires. Les discussions allaient bon train. Nous y parlions de politique, mais aussi de 1000 petits potins qui font la vie d'une bourgade comme Montguyon. Parmi nous, 2 convives tenaient la vedette. Il s'agissait de l'heureux bénéficiaire de la cagnotte et de l'employé EDF, camarade de travail de Guy, qui était le plus âgé parmi nous. Le premier avait une théorie très personnelle sur les femmes, et certains jours, se livrant à des confidences, il nous expliquait comment il avait fait travailler celles qu'il appelait ses filles. Le second, un original, n'aimait pas la viande de cheval et se vantait de pouvoir la reconnaître en toutes circonstances, quel que soit le mode de cuisson. Cela lui valut une mésaventure qui le mit de fort méchante humeur. Fatigués de l'entendre vouloir avoir raison sur tous les sujets, mes camarades de table décidèrent un jour de lui faire servir un steak de cheval par la patronne. Elle fut mise dans la confidence. Après quelques réticences, elle accepta finalement de servir ce steak à celui qui prétendait avoir le palais suffisamment exercé pour distinguer le goût si particulier, selon lui, de cette viande par ailleurs excellente, mais qui le faisait vomir. Elle fit bien cuire le steak pour en dénaturer un peu la texture, et elle le servit pendant que nous goûtions dans le même temps un excellent steak de bœuf. Chacun s'extasia sur la qualité de la viande, dont le fondant réel fut apprécié à sa juste valeur. Le sujet revint sur le cheval, et nous mîmes notre homme à contribution, le faisant disserter sur son incapacité à avaler une seule bouchée de viande de cheval, tandis qu'il dégustait, comme nous, le morceau qu'il avait dans son assiette. Le repas achevé, nous sommes allés assister, comme chaque soir, à l'émission de télévision qui suivait les informations télévisées de l'ORTF. Il s'agissait ce soir-là de La tête et les jambes, une émission de jeu très prisée de tous les pensionnaires de l'hôtel et de tous les clients du bar. Durant l'émission, il y eut des allusions de plus en plus pressantes au canular dont venait d'être victime notre camarade de table et qui se portait comme un charme, jusqu'à ce que ce dernier comprenne enfin qu'il était la risée de l'assistance. Il fut pris alors d'un violent spasme à l'estomac et il se précipita vers les toilettes. On ne le revit pas de la soirée, et il nous bouda quelques jours. Il en garda une rancune tenace à la jeune patronne qu'il l'avait ainsi berné à notre demande. Tous les pensionnaires étaient subjugués par notre jeune hôtesse. Je l'ai dit, elle était belle. Elle savait l'emprise qu'elle avait sur les hommes et elle en jouait. Son mari, âgé d'une trentaine d'années, était très jaloux et veillait sur elle avec beaucoup d'attention. Elle avait de beaux cheveux longs. Elle avait voulu les faire couper, mais son mari s'y était opposé, et elle avait exigé de lui, en échange de ce refus, qu'il la coiffât. Il avait dû accepter, et, presque chaque soir, durant le spectacle télévisé, nous assistions, ravis, au spectacle de cette jeune femme, assise, ses longs cheveux défaits tombant sur ses épaules, tandis que son mari, attentionné, posté derrière la chaise, jouait de la brosse dans son opulente chevelure. Ainsi allait la vie.